G m'appelle Madeleine. Jai soxani dixans. G sous vive depus nuffens. Et G vistre. Dans cette maison de briques qui a vu grandir mes enfants. Quan mon mari Paul estate party. Un matin de November. La silence et envahit chaque pais. Jai apres vivre avec chi silence. L'après-vous comme après-vous, un douleur sourd. G n'a jamais quitté cette maison elle estate modeste. Mais elle estate moi, et surtout elle porte toutes mes mors. Depuis des ans, Jai consacre ma vie entire mes enfants. G n'a pas eu le luxe de penser moi. Mon salaire d'infirmière de nu. G lied pens dans leurs tudes, leurs voyages scolaires, leurs anniversaires. Jai renonce aux vacances, aux robes neuves, aux petites folies qui une femme s'autorise parfois. Andit que les mers fraises en le cœur grand et les mains uses gens sous la pro vivante. Ma fille unique, Lodi, southeast Mariban. Un belle jeune femme de 30 ans, vive, intelligente et ambitieuse. Tout ma faire, pensez G. Mais il y du moi. Elle estate venue chez moi avec un lourd tranche dans le regard. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé la robe, un création pursi en hors de prix, un pièce digne des podiums. Elle parlait de dentelles rares, de soie import d'Italie, d'un bustier broad main. Le prix, 40,000 euros. 40,000 euros rien que pour un robe d'un genre. Je me suis seni chancellor. Ma retraite moi n'adient pas 1,200 euros par mois. Mes économies sont maigres. Pin de quoi entretenir la maison, payer le chauffage, et envisager un jour de partir en maison de repos si mes jams me trahissent. J'ai cru qu'elle me présentait cette somme comme une folie, un rêve, un plaisanterie madame. Mais non, l'auditate cerise. Elle passe sa main sur la table, ses ongles rouges parfaitement manicures, et elle m'alangue cette phrase qui m'a glac maman tu es une maison. Vens là, acte-moi cette robe. Sinon je préfère que tu n'y viennes pas au mariage. Asterisk, le Moncestre. Les mots ont claqué comme un gaffel. Je suis rest mute. Comment un fil, ma fil, pouvait-elle me demander de faire 40 ans de travail, de sueur, de privations, pour un robe quel portera quelques. Comment pouvait-elle lire ma présence, mon amour demeura, impossible. Depuis chi jour, tout estate devenu trouble. J'ai passé des nuits entières regarder les murs de cette maison, caresser les photos de famille croquées dans le couloir. Paul mon mari me souriait encore avec sa moustache sage. Nos enfants petits, riant dans le jardin. Je me suis demandé si coudrait s'il encore elle. Aurait-il cri, aurait-il pleuré? Moi je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Je me suis contenu de m'asseoir et crier. J'ai pris un cahier spirales. Chelio je note mes comptes. Et j'ai commencé crier comme uncomfortable d'ilm d'un court chique j'ai don. De l'autre chique j'ai d'un court. Les nuits sans sommeil pour veiller sur leurs fivers, les heures supplémentaires pour payer leurs tudes, les repas, sots pour qu'ils restent de viande dans l'assiette, de l'autre si peu de reconnaissance. Quilques mots polis aux anniversaires, des cadeaux impersonnels nol, et aujourd'hui cette phrase assassine. Je n'y suis pas naïve. Je sais que la société d'aujourd'hui pousse les jeunes l'apparence, au luxe, au réseaux sociaux au taux d'oeil briller. Mais je n'y m'attendais pas que ma propre fil sacrifice un cœur cette vanne. Alors, j'ai décidé de rien dire tout de suite. J'ai acquiescement. Je lui ai répondu que je réfléchirais. Et elle était repartie, soulagée, persuadée que j'allais lecteur. Mais moi, dans mon silence, je préparais autre chose. Je suis allé voir mon notaire, Maître Lemoyne, un homme discret qui gère mes papers depuis des ans. Je lui ai expliqué comment la situation. Il m'a sans interrompre. Ses lunettes glissantes sur son nez. Puis il m'a dit d'une voix basse mais ferme, Madame, cette maison estate votre bien propre. Vous n'avez aucune obligation. Personne, pas Madame votre fille, ne peut vous forcer la vendre. Asterisk, je le savais au fond. Mais l'entendre m'a rendu plus forte. J'ai demandé conseil comment protéger mes bens, mes modestes économies, contre toute pression future. Il m'a parlé de dispositions, de donations avec réserve de souffrut. De clauses dans mon testament. J'ai pris des notes. Je suis sorti de son cabinet avec une tranche énergie. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais plus seulement un me sacrifié. T'es une femme qui avait des droits. J'avais bâti ma vie par cette maison pierre et pierre. Elle était mon abri, mon refuge, mon dernier bastion. Et si ma fille croyait qu'un chantage peut m'imposter, elle s'athis trompe lourdement. Cette nuit, j'ai dormi d'un sommeil nouveau.
Non pas sans douleur la blessure desis paroles me range jours, mais avec une résolution. Je n'y serai pas humilié. Si l'odi ne veut pas de moi son mariage parce que je ne finance pas ses vanits, alors peut-être que ce mariage révélera plus que je ne l'imaginais. Je n'ai pas encore dit un mot quiconque. Les voisins me cousin et me parlant du mariage avec enthousiasme. Ils croient que je suis excité, que je prépare mon chapeau et mes gants. Moi je suis vaidement l'intérieur, je prépare autre chose ma revanche silencieuse. Et je sais quoi jar du mariage, je ne serai pas celle qu'on attend. Et vous, quaris vous faites ma place. Auris vous vendu la maison pour acheter une robe de 40,000 votre fil. Auris vous dit non, madame au risque ter exclu de son mariage. Dites-le-moi en commentaire. Lestres qui souveraient cette conversation avec le notaire forent étranges, presque suspendus. J'évacuais messages quotidiens comme une actrice qui joue un rôle. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose state pour jamais. Je préparais mon café le matin dans ma petite cuisine en fence bleue. J'arrosais mes graniums. Je saluais les voisins, mes gentes plus la madame. Tout me semblait sodden fragile, comme si la ligne invisible qui reliait en son enfant state effaloque, d'un seul coup. Lodi elle, continuait de m'appeler. Sa voix, au téléphone, southeast voulait ulger, prescurs, mais chaque phrase tait ungul. Elle parlait de la salle de réception chartreuse, de faire part de la liste d'invités. Jamais elle ne me demandait comment j'allais. Chaque fois, sa voix glissait rapidement vers ce qui l'obstait la robe. Elle m'envoyait des photos de mannequins sur les podiums, de soie tincelantes, de trans immenses qui balayaient le parquet. Elle me parlait d'un créature parisien, dont les étalaires southeast triviant pour de l'avenue Montaigne. Elevate pour rendes vaus. Tout tête per de cette elle, il ne manquait plus que ma signature chez la dans immobilière. Chaque mot tête comme un gaffel supplémentaire. Elle croyait vraiment que j'étais, que j'allais mettre en vente la maison de tout un vie pour financer son caprice. Un soir, je n'ai pas résisté. J'ai vu un vieux beau enfer que je garde au fond de mon armoire. Dedans, il y avait des lettres Johnny's, des photos pies, des reliefs de Comte d'Autrefois. Parmi ces papers, une photo de moi et Paul, prise dans chez Madame Jardin, devant cette Madame Maison. Nous venions de finir de peindre les volets. Nous chens junes, couverts clobuchers, riant comme du gamins. Cette maison, nous l'avions de la sur de nos mains. Vendre ces murs aurait été traher non seulement m'amour, mais la sienne aussi. Alors j'ai pris une décision. Non seulement je ne vendrais pas, mais j'allais consolider mes droits. Le lendemain, j'ai rappelé Maître Lemoine. Je voulais que les choses soient écrites noir sur blanc. Il m'a proposé de rédiger un testament clair dans lequel je précisais mes volontés. Pas de vente forcée, pas d'accès à mes biens tant que je vivrais. J'ai signé avec une main ferme, le cœur battant, comme si je posais la première pierre d'une muraille invisible autour de moi. Mais je savais qu'Élodie ne s'arrêterait pas là. Elle avait hérité du caractère de son père, une volonté de faire, parfois jusqu'à l'entêtement, et elle avait appris dans sa jeunesse à obtenir ce qu'elle voulait de moi par les larmes ou les menaces voilées. Cette fois pourtant, elle ne me trouverait pas si docile. Une semaine plus tard, elle est venue chez moi. Elle portait une robe ajustée, ses talons claquaient sur le carrelage. Elle n'a même pas pris le temps de boire le thé que j'avais préparé. Elle s'est assise droit sur la chaise du salon, comme une avocate prête à plaider. « Alors, maman, tu as réfléchi ?» Sa voix sonnait douce, mais son regard brillait d'impatience. Je lui ai répondu calmement que oui, j'avais réfléchi. Que non, je ne vendrais pas ma maison. Ses yeux se sont écarquillés, comme si je venais de blasphémer. « Mais tu comprends bien, maman, c'est mon mariage. C'est le plus beau jour de ma vie. Tout le monde va me regarder. Tu veux que je ressemble à quoi, moi, si je n'ai pas cette robe ?» J'ai senti une boule dans ma gorge, mais je n'ai pas flanché. Tu ressembleras à une mariée, Élodie. Et ce n'est pas la robe qui fera de toi une épouse, mais l'amour que tu porteras à ton mari. Elle a claqué la langue contre son palais, furieuse. Tu parles comme une vieille. Tu ne comprends rien. Aujourd'hui, tout se voit, tout se commente. Si je n'ai pas cette robe, tout le monde saura que tu n'as rien fait pour moi. Ces mots-là m'ont transpercé. Toute ma vie, j'avais fait tout pour elle. Et voilà qu'elle m'accusait de ne rien faire. Elle s'est levée d'un bond, a saisi son sac
et a lancé cinglante. Alors c'est clair. Si tu ne payes pas, tu n'es pas la bienvenue. La porte a claqué. Le silence a repris sa place. Mais cette fois, le silence n'était plus une douleur. C'était presque un soulagement. Je me suis assise dans mon fauteuil, le cœur encore battant. Et dans ce silence, une certitude s'est installée. Je n'avais plus rien à perdre. Je ne me battrais plus pour mériter une place au mariage de ma propre fille. Si elle voulait m'en exclure, qu'elle le fasse. Mais elle ne m'ôterait pas ma dignité. Le lendemain, j'ai fait une chose que je n'aurais jamais imaginée quelques semaines plus tôt. J'ai pris rendez-vous avec une agence immobilière, non pas pour vendre, mais pour évaluer. Je voulais savoir combien valait cette maison, au juste, non pour ma fille, mais pour moi. Pour savoir, noir sur blanc, ce que représentait ma vie de labeur. L'agent, un jeune homme en costume trop grand, a arpenté les pièces avec son carnet. Il a noté la superficie, l'état de la toiture, la taille du jardin. Quand il m'a donné son estimation, j'ai eu le souffle coupé. 350 000 €. Je n'avais jamais pensé en termes de chiffres. Pour moi, cette maison était des murs, une cuisine, un escalier, des souvenirs. Pour lui, c'était une valeur marchande. J'ai rangé soigneusement son rapport dans mon armoire, à côté du testament fraîchement signé. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je tenais quelque chose entre mes mains. Pas seulement un toit, mais un pouvoir. Car si ma fille croyait pouvoir me réduire à un portefeuille ou à une invitée de second rang, elle allait bientôt découvrir que j'étais plus qu'une vieille femme docile. Je n'ai rien dit. J'ai continué à l'écouter parler de fleurs, de traiteurs, d'invités prestigieux. Mais dans mon cœur, une autre cérémonie se préparait, celle où, sans hausser la voix, je prendrais enfin ma revanche silencieuse. La veille du marché du samedi, j'ai ouvert mes volets sur une lumière grise. Dreux avait cette odeur d'herbe mouillée et de pain chaud qu'on respire près de la place Rotrou. J'ai pris mon cabas et je suis sortie comme on entre en soi-même. Lentement, avec précaution. J'avais décidé ce matin-là de remettre mes pas dans des habitudes que la peur avait abîmées. Acheter des fruits, parler des tomates trop chères, plaisanter avec le fromager, tout ce qu'on fait quand la vie tient encore bien debout. Au stand des fleurs, j'ai choisi des lys blancs. Paul disait que leur parfum chassait les pensées lourdes. La fleuriste m'a reconnue. Elle a posé la main sur mon bras, geste discret, presque pudique. « Vous devez être contente pour le mariage de votre fille, hein? On me parle de la salle près de Chartres. On dit que ce sera grand. » J'ai souri, un sourire qui n'engageait rien. Les rumeurs vont plus vite que les trains. À Dreux, on sait avant vous ce qui va vous arriver. Je suis rentrée par la rue Parisis, mon cabas cognant ma hanche. Sur la table de la cuisine, j'ai posé les lits, j'ai fait bouillir de l'eau, puis j'ai étalé des papiers. L'estimation de la maison, mon relevé de retraite, le brouillon du testament que Maître Lemoine m'avait laissé relire. J'ai griffonné en marge des mots qu'on ne m'avait jamais appris à écrire. Quotité disponible, réserve héréditaire, assurance vie. Il y a des vocabulaires qui n'arrivent que quand on a perdu assez de choses pour vouloir protéger le peu qui reste. Dans l'après-midi, j'ai poussé la porte de mon agence bancaire, avenue du Général Leclerc. Une jeune conseillère m'a installée dans un bureau vitré où l'on voyait la pluie se mettre à tomber. « Nous pouvons sécuriser vos comptes, madame, a-t-elle dit. Mettre en place une alerte en cas de tentative d'accès, actualiser les bénéficiaires de vos contrats. Vous avez aussi la possibilité d'ouvrir une assurance vie à bénéficiaires déterminés. C'est hors succession, vous savez. Hors succession. » J'ai répété mentalement l'expression, comme on goûte un mot nouveau. Je n'ai pas l'illusion de pouvoir déshériter mes enfants. La loi française l'interdit, et c'est bien. Mais j'avais besoin d'un espace où ma volonté compterait encore. Nous avons rempli les formulaires. J'ai inscrit un nom avec une lenteur presque solennelle, celui de Claire, la fille de ma sœur défunte, ma nièce, la seule qui depuis des années me téléphonait sans rien demander qu'un peu de nouvelles et quelques recettes de gratin dauphinois. Elle n'a rien à voir avec ce tumulte, pensais-je. Elle saura transformer en soin ce que d'autres changeraient en poussière. La conseillère m'a parlé aussi d'un mandat de protection future. C'est un outil discret, presque secret, pour les vieux qui veulent garder leur voix au cas où la tête flanche. Désigner quelqu'un,
pas forcément un enfant, pour veiller à ses intérêts. J'ai hoché la tête. Je ne décidais pas contre ma fille, je décidais pour moi. En sortant, la pluie cessait. J'ai traversé le boulevard, puis j'ai pris l'autocar pour Chartres, une lubie soudainement raisonnable. Je voulais voir, de mes yeux, la salle où Élodie disait que son bonheur s'exposerait. La bâtisse, quand je l'ai trouvée, dressait sa façade blanche entre des haies bien taillées. Un mariage se préparait déjà, pas le sien. On entendait un DJ tester ses enceintes. Au portail, une femme au tailleur beige répondait au prestataire. J'ai demandé poliment si je pouvais jeter un regard à la salle pour m'inspirer de la disposition des tables. Elle a hésité, puis m'a laissé entrer 5 minutes. La pièce sentait la cire et les fleurs fraîches. Des guirlandes de lumière couraient au plafond. J'ai compté les tables, j'ai regardé la piste de danse. Dans une alcôve, un classeur ouvert laissait voir des devis. Je n'ai pas fouillé, j'ai seulement compris, à la rondeur des chiffres, que les fêtes coûtent aux pauvres ce qu'elles épargnent aux vanités. Madame Dupuis, la voix venait de derrière moi. Je me suis retournée. Une femme d'une 60aine d'années s'avançait, un visage franc, des yeux clairs. Elle s'est présentée. Claire Vial, la mère de Thomas. Thomas, le fiancé d'Élodie. Nous ne nous étions encore jamais parlé seuls. On dit que les familles se rencontrent, mais souvent elles se croisent, tout au plus. Elle serrait contre elle un carnet avec des pages cornées. « Je suis venue confirmer les menus », a-t-elle dit. « Et vous, je passais par là. Sentir l'air, je suppose. » Nous avons marché côte à côte jusqu'au perron. La pluie avait repris, plus fine. Claire a soupiré. « Je peux vous poser une question, Madeleine ? On se connaît peu, mais j'aimerais, si vous me permettez, parler vrai. Parler. Ma belle-fille, votre fille, a évoqué une robe. Elle m'a montré un devis. J'ai cru d'abord à une erreur. Même pour Paris, même pour le rêve, c'est déraisonnable. Thomas a blanchi quand il a vu la somme. Il ne gagne pas des 1000 et des 100, vous le savez. Alors il paiera avec quoi ? Avec sa fierté ? Et elle dit que vous. Elle s'est interrompue, honteuse d'oser. Que je vendrai ma maison, ai-je achevé, elle a dit. Et si je refuse, je ne suis pas la bienvenue. Claire a fermé les yeux une seconde, comme si une migraine la prenait. Pardonnez-moi, Madeleine. Je n'ai pas l'habitude des tragédies. Je fais des tartes, moi, et des listes de courses. Mais là, je ne comprends pas. Je l'ai regardée. Ses mains portaient ces traces menues qu'on reconnaît entre mères, un léger eczéma de vaisselle, une coupure au pouce. Elle n'était pas l'ennemie, je l'ai sentie. « Ce n'est pas vous qui avez à vous excuser, » ai-je dit doucement. Nous avons parlé un moment, pas pour régler quoi que ce soit, mais pour nous raconter l'essentiel. La jeunesse d'Élodie et de Thomas, les bons côtés qu'on oublie trop vite quand la colère vient, les économies grignotées par les imprévus, les fils de conversation qui s'en mêlent. À la fin, Claire a remis son carnet sous son bras. « Je ne sais pas si j'ai de l'influence, a-t-elle murmuré, mais si je peux faire une chose, c'est dire à mon fils qu'on n'achète pas la paix avec l'humiliation d'une mère. Je ne laisserai pas la nôtre non plus être crucifiée pour une photo Instagram. » J'ai hoché la tête, reconnaissante, sans promesse. Nous avons pris congé avec cette pudeur des femmes de notre âge qui ont appris à remercier sans se donner l'air de supplier. Le soir même, le téléphone a sonné. Élodie. Son prénom s'est affiché comme une brûlure. « Tu as vu Thomas ou sa mère ?» a-t-elle attaqué d'emblée. Ils m'ont fait une scène ridicule à propos de la robe. « Tu parles derrière mon dos, maintenant ?» J'ai croisé Claire, oui. Nous avons parlé de menu. « Ne me mens pas. Tu as tout saboté comme d'habitude. Tu veux que mon mariage ressemble à un repas de cantine. Tu veux que je passe pour une ratée. Je n'ai pas répondu à la violence. On ne gagne jamais à boxer avec des ombres. Élodie, et je dis posément, tu as le droit de rêver. Mais un rêve qui exige la ruine d'une mère n'est pas un rêve. C'est un caprice, et un caprice n'a pas droit de veto sur l'amour. Elle a ri, ce petit rire sec qu'elle a pris un jour où je n'étais plus là pour la reprendre. Très bien, puisque tu persistes, ne viens pas, ne te donne même pas la peine d'acheter une robe. On dira aux gens que tu es malade. Ça t'ira bien, la victime invisible. La ligne a cliqueté. J'ai posé le téléphone sur la table. Je n'ai pas pleuré. Les larmes, à mon âge, sont des pièces d'or. On n'en jette pas dans les caniveaux. J'ai sorti mon cahier à spirale. J'ai ajouté 2 pages,
ce que je ne ferai plus et ce que je dois faire. Dans la première liste, j'ai écrit « Supplier pour être aimé ». Dans la seconde, terminer avec Maître Lemoine le mandat de protection future. Mettre en sécurité les titres de propriété. Choisir ma tenue pour ce jour-là, quelle que soit la place qu'on me fait. Le lundi, j'étais de nouveau assise devant le notaire. Il a pris son stylo, a relu mon projet de mandat. À la rubrique mandataire, j'ai inscrit un nom que je n'avais révélé à personne. Celui d'Yvonne, ma voisine d'en face, ancienne prof de lettres, veuve comme moi, l'œil juste, la bouche droite. Nous nous prêtons le sel depuis 20 ans. Il est des fidélités plus solides que certains liens de sang. « Vous êtes sûr ?» m'a demandé Maître Lemoine. Plus sûr que de moi-même. Nous avons signé. J'ai senti une paix nouvelle se déposer dans ma poitrine comme une neige qui s'arrête. En rentrant, j'ai sorti de l'armoire une boîte longue plate. Ma robe noire, celle de l'enterrement de Paul, m'y attendait, trop lourde de souvenirs. Je l'ai reposée et j'ai tiré une autre trousse, crème presque oubliée, une vieille robe en soie que j'avais achetée il y a 30 ans pour les noces d'argent d'un couple d'amis. Elle sentait la lavande. Je l'ai passée. Dans le miroir, une femme inconnue m'a regardée. Les cheveux ramassés, la nuque droite, un visage où les rides dessinaient non pas la fatigue, mais la carte d'un pays qu'on a traversé à pied. Je ne savais pas si je porterais cette robe au mariage. Peut-être n'y aurais-je pas de chaise, ni même une invitation. Mais je n'avais plus peur de me présenter quelque part, ni de me présenter à moi-même. Le soir, une enveloppe blanche a glissé sous ma porte. Pas de timbre, pas d'adresse. J'ai reconnu l'écriture nerveuse de Thomas. « Madame Dupuis, je vous demande pardon de vous écrire ainsi. Je ne sais pas comment parler à Élodie sans ajouter à l'incendie. Je l'aime, mais je n'aime pas ce qu'elle devient, ni ce que cette histoire vous fait. Je ne veux pas d'une fête construite sur l'humiliation. J'essaierai de la raisonner. Si je n'y arrive pas, sachez au moins ceci. Ma mère et moi, nous vous respectons, avec ou sans robe. » Je suis restée longtemps avec la lettre dans les mains. Les hommes jeunes ne savent pas toujours, mais parfois ils voient juste. J'ai rangé la feuille avec mes papiers importants, pas comme une arme, non, comme une preuve qu'il existait encore, au milieu des exigences, des phrases qui ne coûtaient rien et pourtant valaient beaucoup. Avant de me coucher, j'ai écrit à Élodie. Une lettre, pas un message. L'encre bleue sur un papier ivoire. Je lui ai dit que je l'aimais, que je l'aimerais quoi qu'il arrive, mais que je ne vendrais pas ma maison, que je ne financerais pas sa vanité, que ma présence à son mariage dépendrait non de mon portefeuille, mais de son cœur. Je lui ai dit que j'étais prête à porter une robe modeste et à me tenir au fond de la salle s'il le fallait, pourvu que je sois sa mère en plein jour, pas l'ombre honteuse d'une dette impayée. J'ai signé. J'ai glissé la lettre sous la porte le lendemain, quand je suis passée devant chez elle en allant acheter du pain. La ville dormait encore. Je marchais avec cette sensation étrange d'avoir remis mes pieds dans mes propres traces. La route s'ouvrait, simple et droite. Je ne savais pas si je marcherais jusqu'au seuil de la salle de Chartres, ni si on claquerait la porte sur mon visage. Je savais seulement que je n'enfoncerais pas la mienne pour en sortir. La revanche, ce n'était pas un coup d'éclat. C'était ce silence neuf où, pour la première fois depuis longtemps, ma voix ne tremblait plus. Les jours suivants, je vécus comme dans un brouillard. Chaque matin, je me levais tôt, préparais du café, m'asseyais à la table de ma cuisine et relisais encore et encore le mot de ma fille. Cette exigence absurde, vendre ma maison pour qu'elle puisse exhiber une robe de mariée extravagante, m'empoisonnait l'esprit. Je repensais à tout ce que j'avais sacrifié. Les heures supplémentaires à l'hôpital où je travaillais autrefois comme infirmière, les nuits blanches à veiller sur elle lorsqu'elle avait de la fièvre, les fins de mois difficiles où je privais ma propre garde-robe pour qu'elle puisse avoir des livres ou des cours de danse. Tout cela semblait avoir disparu de sa mémoire, remplacé par cette avidité fébrile de montrer aux autres qu'elle brillait plus que toutes les mariées de Dreux. Un après-midi, j'allais marcher dans le vieux quartier, près de l'église Saint-Pierre. Les pavés irréguliers résonnaient sous mes pas et je sentais mes jambes lourdes, comme si elles portaient un poids invisible. Je m'arrêtais devant une vitrine de notaire. Vous savez,
ces annonces figées sous verre qui présentent des maisons, des terrains, des fermes à vendre. Les prix alignés en euros me ramenèrent brutalement à la réalité. Une maison comme la mienne, dans le centre de Dreux, valait désormais plus de 250 000 euros. Vendre, ce n'était pas un simple sacrifice. C'était couper le fil qui me rattachait encore à ma vie passée, à mes souvenirs avec mon mari défunt. J'entendis la voix de ma fille résonner en moi. « Soit tu vends, maman, soit tu restes à l'écart de ma vie. » Une sentence, un coup près. Je rentrai chez moi et ouvris le vieux coffre où je conservais les papiers de famille. L'acte de propriété, jauni par le temps, portait encore la signature ferme de mon mari. Je passais mes doigts tremblants sur son nom, lui qui avait travaillé toute sa vie à l'usine de Dreux pour que nous ayons ce toit. Lui qui, malade, me répétait « Promets-moi de ne jamais brader cette maison, c'est notre ancrage. » Les larmes montèrent, mais elles n'étaient plus celles d'une femme brisée. Elles avaient la brûlure d'une colère contenue. Quelques jours plus tard, j'acceptai l'invitation d'une voisine, Madeleine, une femme de mon âge qui avait toujours su voir derrière mes silences. Autour d'un thé, elle me dit d'une voix basse « Tu as pensé à consulter un notaire pour mettre les choses au clair ?» Je hochai la tête, hésitante. Parce qu'une maison, ce n'est pas un sac à main qu'on vend par caprice. Et ta fille, si elle te parle ainsi, c'est qu'elle croit que tu n'as plus de force. Ces mots me traversèrent comme une vérité crue. Oui, ma fille me croyait faible. Elle me prenait pour une vieille femme qu'on peut écarter d'un mariage comme on retire une chaise bancale. Le lendemain, je pris rendez-vous chez Maître Delorme, notaire installé rue Saint-Martin. Dans son bureau au mur couvert de dossiers, je racontais tout, sans omettre la phrase terrible de ma fille. Il m'écouta longuement, les mains croisées, avant de me répondre avec un calme professionnel. « Madame, la maison est légalement vôtre. Personne, pas même votre fille, ne peut vous obliger à la vendre. Vous pouvez même prévoir des dispositions pour l'avenir, afin que vos biens soient protégés de toute pression extérieure. » Je ressortis de son étude le cœur lourd, mais pour la première fois depuis longtemps, une étincelle de dignité vibrait en moi. Je n'étais pas condamnée à subir. En rentrant, j'ouvris les fenêtres de la maison. L'air frais de février s'engouffra dans les pièces. Je parcourus chaque chambre, caressant les meubles, les photos, les murs imprégnés de souvenirs. Cette maison n'était pas à vendre, pas pour une robe, pas pour l'orgueil d'une enfant aveuglée. Et au fond de moi, une pensée nouvelle naissait. Si ma fille voulait m'exclure, alors peut-être que le jour venu, ce serait moi qui la surprendrais. Pas avec des cris, pas avec des reproches, mais avec un acte silencieux, irrévocable, que seul un notaire pourrait entériner. Je n'avais pas fermé l'œil de la nuit. Le bruit régulier de l'horloge du salon me rappelait à chaque seconde que le temps avançait, que le mariage se rapprochait et que ma fille persistait dans son silence glacé depuis notre dernière dispute. Aucun appel, aucun mot tendre, seulement cette injonction cruelle, vendre ou disparaître. Au petit matin, j'ai repris le chemin du bureau de Maître Delorme. Je portais sous le bras une chemise cartonnée remplie de papiers, actes de propriété, relevés de banque, anciens contrats. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'une étrange excitation. Comme si, à 70 ans, je m'apprêtais enfin à écrire ma propre histoire. Le notaire m'a accueilli dans son bureau, baigné d'une lumière d'hiver. Il m'a proposé un café que j'ai décliné. Ma voix, au début hésitante, s'est affermie quand j'ai prononcé les mots « Maître, je voudrais rédiger un testament. » Il a levé les yeux de son bureau, m'a observé quelques secondes, puis a simplement acquiescé. « Très bien, madame. Vous souhaitez répartir vos biens entre vos héritiers directs ?» Je me suis redressée, mes doigts crispés sur l'accoudoir de la chaise. Non, justement. Je veux que ma maison et ce qu'il reste de mes économies ne reviennent pas à ma fille. Un silence s'est installé. Ce silence n'était pas celui du jugement, mais celui du professionnel qui pèse chaque mot. « Vous savez, en France, expliqua-t-il doucement, il existe une réserve héréditaire. Votre fille ne peut pas être totalement déshéritée, mais vous disposez de ce que l'on appelle la quotité disponible. Vous pouvez léguer cette part à qui vous voulez. Alors, je veux que cette part-là aille à ma nièce, Claire. Elle, au moins, m'a toujours traitée comme une personne, pas comme un portefeuille. » J'ai senti ma voix vibrer, se briser presque.
Le notaire a noté calmement, ses lunettes glissant sur son nez, puis il a repris. Vous pouvez également prévoir des clauses particulières. Par exemple, maintenir un droit d'usage et d'habitation pour vous, même si vous effectuez une donation de votre vivant. Ces mots étaient techniques, mais ils avaient un goût de délivrance. Pour la première fois, je comprenais que je pouvais protéger ma maison de l'avidité de ma propre fille. Je lui ai raconté la scène terrible, l'exigence de la robe, l'ultimatum, cette menace d'exclusion. Maître Delorme m'écoutait sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, il a simplement dit « Madame, vous avez raison de vouloir préparer les choses. Ce que vous me décrivez est une pression psychologique indigne. Vous n'avez aucune obligation d'y céder. Nous avons passé plus d'1 heure à détailler mes volontés. J'ai signé des projets d'actes, d'une main ferme malgré mes doigts gourds. En apposant mon nom, je sentais que chaque trait d'encre était une révolte silencieuse, une barrière érigée entre moi et le chantage. En sortant de l'étude, la lumière m'a paru différente. Le ciel de Dreux, d'un gris perle, me semblait soudain moins oppressant. Je marchais plus droite, plus solide. J'avais en moi la certitude d'avoir repris un pouvoir que je croyais perdu. En rentrant à la maison, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres une enveloppe blanche. L'écriture élégante de ma fille ne laissait aucun doute. J'ai ouvert d'une main fébrile. Quelques lignes seulement, tracées avec froideur. « Maman, je te laisse encore 1 semaine pour prendre ta décision. J'ai déjà versé un acompte pour la robe. Si tu refuses de vendre, inutile qu'il veut venir le jour du mariage. Élodie. » Pas une formule de politesse, pas un mot d'affection. Rien qu'une sentence, comme un contrat sans appel. Je me suis assise dans la cuisine, l'enveloppe sur les genoux. Pendant un instant, la douleur m'a traversée de part en part, comme une lame invisible. Puis elle s'est transformée en quelque chose d'autre, une force froide, méthodique. Elle croyait que je resterais prostrée, que je supplierais pour conserver une place dans son mariage. Mais elle se trompait. J'avais désormais un plan. Je me suis levée, j'ai ouvert mon armoire et j'ai sorti un vieux carnet à la couverture usée. C'était celui où Paul, mon mari, notait autrefois nos dépenses, les travaux à prévoir, les petites économies qu'il fallait mettre de côté. J'ai décidé d'en faire mon carnet de bataille. J'y ai inscrit une première page, ce que je protège. Et j'ai noté la maison, mémoire de toute une vie, ma dignité que personne ne vendra, ma liberté, même vieille, même fatiguée. Puis, j'ai tourné la page et écrit « ce que je prépare ». Et là, j'ai détaillé point par point. Testament déposé chez Maître Delorme. Assurance vie dont je changerai le bénéficiaire. Lettre explicative pour Claire, au cas où je viendrais à disparaître. En refermant le carnet, je savais que le jour du mariage, quelle que soit ma place, invitée ou bannie, je serais celle qui détiendrait la vérité. Non pas dans des cris ou des éclats, mais dans la force tranquille des papiers signés, scellés, intouchables. Le soir, en arrosant mes géraniums, j'ai levé les yeux vers le ciel sombre. Le clocher de l'église sonnait 9 heures. J'ai murmuré tout bas. « Paul, tu peux dormir tranquille. La maison ne sera pas bradée. Notre vie ne sera pas effacée pour une robe. » Et en moi, quelque chose se redressait, tel un arbre qu'on croyait mort, mais qui, au cœur de l'hiver, prépare déjà sa sève pour le printemps. La semaine passa comme un compte à rebours. Chaque jour, je regardais mon calendrier accroché dans la cuisine et chaque croix rouge marquée au feutre me rapprochait de cette date fatidique, le mariage de ma fille. Plus le temps avançait, plus la tension montait, mais en moi, quelque chose avait changé. J'avais cessé d'attendre un signe de tendresse de sa part. Je ne cherchais plus à justifier mes refus. J'avançais, déterminée, avec mes papiers rangés, mon testament signé et cette conviction intime que rien ne m'obligerait à plier. Élodie, elle, redoublait de pression. Chaque soir, je recevais un message sec. « Alors, tu as réfléchi ? Ou le Créateur attend ton paiement ?» À mesure que le ton montait, j'ai cessé de répondre. Mon silence était ma seule arme. Elle ne comprenait pas parfois, ne rien dire pèse bien plus lourd que 1000 répliques. Un matin, 2 semaines avant la cérémonie, elle s'est présentée chez moi sans prévenir. J'étais en train de balayer la terrasse, mon foulard noué sur la tête. Je l'ai vue arriver, talons claquant sur les pavés, manteau beige ajusté, téléphone collé à l'oreille. Elle a raccroché avec un geste agacé et m'a lancé. « Alors, maman, tu comptes vraiment me faire honte ?»
Ses mots sont tombés comme des pierres. Elle ne parlait plus d'amour, ni de famille, seulement de son image, de ce que les autres allaient penser. J'ai posé mon balai calmement. Je ne vends pas la maison, Élodie, ni pour ta robe, ni pour rien. Elle a eu un rictus. Alors considère que tu n'as plus de fille. Elle a tourné les talons, son parfum trop fort flottant encore dans l'air après son départ. J'ai senti mon cœur battre douloureusement, mais je n'ai pas couru derrière elle. Non. Cette fois, j'ai tenu bon. Les jours suivants, j'ai préparé ma propre stratégie pour ce fameux mariage. J'ai sorti de mon armoire une robe simple en soie bleu nuit que je n'avais pas portée depuis des années. Je l'ai repassée soigneusement, non pour défiler, mais pour affirmer ma dignité. J'ai choisi un chapeau discret, des gants clairs, pas de bijoux tapageurs, seulement l'alliance de Paul qui n'a jamais quitté mon doigt. Mais surtout, j'ai rangé dans mon sac à main une chemise contenant 3 documents essentiels. Mon testament, l'attestation d'assurance vie avec le nom de Claire comme bénéficiaire et une copie certifiée de mon acte de propriété. Je ne savais pas encore si j'aurais l'occasion de les montrer, mais je voulais être prête. Un soir, mon voisin Yvon, ancien instituteur à la retraite, est venu sonner. Il avait appris que je n'étais pas certaine d'être conviée au mariage. Sa voix grave tremblait d'indignation. Une mère qu'on menace d'exclure pour une robe. Madeleine, c'est indigne. Je lui ai souri tristement. Je crois que ma fille ne me voit plus comme une mère, Yvon, seulement comme une caisse. Il a secoué la tête et ses yeux bleus se sont assombris. Alors, montre-lui sans violence qu'elle s'est trompée de calcul. Ces mots sont restés en moi comme une injonction claire. Oui, je devais être présente, non pas pour mendier une place, mais pour rappeler que je n'étais pas une ombre. La veille du mariage, je n'ai pas dormi. J'ai préparé mon sac, poli mes chaussures, relu encore une fois les documents. Dans la maison, le silence avait une densité particulière. Chaque craquement du bois me rappelait la voix de Paul. « Tiens bon, Madeleine, n'oublie pas que ce toit, c'est ta victoire. » Le matin du mariage, Dreux s'est réveillé sous un ciel clair. Les cloches de l'église sonnaient à toute volée et je me suis avancée seule, ma démarche lente mais assurée. Devant l'édifice, des voitures de location rutilantes s'alignaient. Des invités élégants riaient, s'embrassaient, prenaient des photos. Quand je suis arrivée près du portail, certains regards se sont tournés vers moi avec surprise. On aurait dit qu'ils ne m'attendaient pas. Et au fond, c'était vrai. Ma propre fille ne m'avait pas envoyé d'invitation. Un huissier placé à l'entrée a consulté sa liste et a secoué la tête. « Désolée, madame, votre nom n'est pas inscrit. » J'ai alors ouvert calmement mon sac et sorti l'acte de propriété de ma maison. Je l'ai posé sur la table en bois à côté du registre. Je suis la mère de la mariée, monsieur, celle qui a donné un toit à cet enfant pendant 30 ans. Si mon nom n'est pas sur votre liste, il est pourtant sur ce document. Et ce document, lui, ne ment pas. L'huissier a blêmi, incapable de répondre. Les chuchotements ont couru parmi les invités. Certains se souvenaient de moi, d'autres me dévisageaient comme si j'étais une étrangère, mais je tenais debout, digne, et personne n'osait me pousser dehors. Puis j'ai franchi le seuil, mes papiers rangés sous mon bras, la tête haute. J'ignorais encore comment Élodie réagirait en me voyant. Mais une chose était sûre, je n'étais plus la mère soumise qu'elle croyait manipuler. Ce jour-là, au milieu des fleurs, des musiques et des apparences, ma vraie bataille commençait. Lorsque je pénétrais dans l'église, un silence s'installa, furtif mais perceptible. Les conversations se figèrent, les chuchotements montèrent aussitôt comme une vague. Tous les regards se tournèrent vers moi, la vieille femme en robe bleu nuit, tenant son sac contre elle comme un bouclier. Je sentis chaque regard peser sur mes épaules, mais je n'ai pas flanché. J'avançais d'un pas régulier, sans hâte, sans défi ostentatoire. Au premier rang, je la vis. Élodie. Ma fille. Elle rayonnait dans une robe ivoire, somptueuse, probablement une copie moins coûteuse que celle de ses rêves parisiens, mais encore trop extravagante pour être honnête. Elle tenait le bras de son futur mari, mais son sourire figé s'effaça dès qu'elle me vit. Ses yeux s'écarquillèrent et j'y lus une colère glaciale. Je me suis assise discrètement au fond de l'église, sur un banc de bois poli par les années. Je ne voulais pas voler la vedette, seulement être là, témoin d'un moment qui, malgré tout, restait celui de ma fille. La cérémonie commença.
L'organiste fit résonner les premières notes. Le prêtre entama ses paroles. Mais je sentais derrière moi les murmures, comme des épingles plantées dans ma nuque. Certains invités semblaient gênés de ma présence. D'autres, au contraire, murmuraient avec indignation, visiblement choqués d'apprendre que la mère de la mariée avait failli être exclue. Le moment vint où le prêtre demanda « Y a-t-il ici quelqu'un qui s'oppose à cette union ?» Je n'ai pas bougé. Ce n'était pas ma place de détruire publiquement son mariage. Mais au même instant, une vieille amie de la famille, assise 2 rangs plus loin, murmura assez fort pour être entendue. Quelle honte de menacer sa mère pour une robe! Un frisson parcourut l'assemblée. Je baissai les yeux, mais mon cœur battait fort. Ce n'était pas moi qui avais parlé, et pourtant la vérité venait de franchir les murs de silence. Après l'échange des vœux, alors que les applaudissements fusaient, je sortis la première, laissant aux autres le soin de célébrer. Je m'installai à l'extérieur, près du parvis. Le soleil frappait les vieilles pierres et je sentais le vent frais de février sur mon visage. Quelques invités me rejoignirent, curieux. Certains me félicitèrent poliment, d'autres, plus audacieux, me demandèrent si les rumeurs étaient vraies. Avais-je vraiment refusé de vendre ma maison pour payer la robe? J'ai simplement répondu d'une voix calme. Oui, parce qu'une maison se bâtit avec des décennies de sueur et qu'une robe, elle, ne dure qu'1 jour. Certains hochèrent la tête, d'autres restèrent interdits. Mais je voyais bien que l'histoire circulait, se propageait comme une traînée de poudre dans la réception qui s'annonçait. Quand Élodie sortit enfin de l'église, main dans la main avec son mari, elle me croisa du regard. Un éclat de rage passa dans ses yeux, mais elle n'osa rien dire devant la foule qui acclamait. Elle détourna la tête, comme si je n'existais pas. Pourtant, autour d'elle, les murmures enflaient, et je savais qu'elle entendait aussi ces bribes. Ingratitude, sacrifice, quelle fille ose faire ça? À la salle de réception, la tension monta d'un cran. J'avais pris place à une table discrète, avec des voisins de Dreux qui me connaissaient depuis toujours. Je ne mangeais pas beaucoup, je buvais à peine, mais je regardais. Je regardais ma fille qui circulait entre les invités, son sourire crispé se figeant chaque fois que quelqu'un évoquait, même à demi-mot, la maison ou la robe. Je savais alors que ma vengeance silencieuse avait commencé. Pas besoin de discours ni de scandale. La vérité se glissait d'elle-même dans les oreilles comme un poison lent. Ce n'était pas moi qui la dénonçais. C'était ses propres paroles, son propre chantage qui revenait la frapper en pleine lumière. Vers la fin du repas, elle vint vers moi. Elle avait posé son bouquet, son voile avait glissé un peu et son regard brûlait de fureur. Elle se pencha, ses mots sifflant à voix basse. « Tu n'avais pas le droit de venir. » Je la fixais sans trembler. J'avais le devoir d'être là. Je suis ta mère. Que cela te plaise ou non, personne ne peut m'effacer. Elle resta figée, incapable de répondre. Autour, quelques invités avaient perçu la tension. Je vis dans leurs yeux le jugement se déplacer. Ce n'était plus moi, la vieille femme obstinée. C'était elle, la fille qui traitait sa mère comme un fardeau honteux. Plus tard dans la soirée, je me suis levée discrètement. J'ai quitté la salle sans bruit, laissant derrière moi les lumières, la musique trop forte, les rires forcés. Je suis rentrée à pied dans ma maison à moi. En refermant la porte, j'ai senti le calme m'envelopper comme un manteau. Assise dans mon fauteuil, j'ai repensé à la journée. J'avais perdu l'illusion d'une fille aimante, mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux, ma dignité retrouvée. Et je savais qu'un jour viendrait, peut-être plus tôt qu'elle ne l'imaginait, où elle découvrirait ce que contenait vraiment mon testament. Ce jour-là, elle comprendrait que l'amour qu'elle avait méprisé, elle l'avait aussi perdu. Le lendemain du mariage, la ville entière semblait bruire de rumeurs. À Dreux, les murs ont des oreilles et les langues se délient plus vite qu'un vent d'hiver. Partout où j'allais, à la boulangerie, au marché, même chez le pharmacien, je sentais des regards discrets, mi-curieux, mi-solidaires. On me glissait à l'oreille des mots brefs, « Courage, Madame Dupuis » ou encore « Vous avez eu raison ». Je ne cherchais pas cette notoriété, elle me pesait même. Mais en même temps, je comprenais qu'en refusant l'humiliation, j'avais offert aux autres une leçon qu'ils n'osaient pas formuler eux-mêmes. On ne sacrifie pas sa dignité, pas même pour ses enfants. Dans la maison, j'avais retrouvé mon calme.
Je rangeais mon carnet de bataille dans le tiroir de mon buffet, entre les nappes et les couverts d'argenterie hérités de ma mère. Puis je pris mon téléphone et appelai Maître Delorme. « Maître, je crois que le moment est venu d'achever ce que nous avons commencé. » Il comprit aussitôt. Le lendemain, je me rendis à son étude. Les murs tapissés de dossiers semblaient m'accueillir comme une forteresse bienveillante. Il m'installa dans son bureau, ouvrit un dossier épais et me fit relire le projet de testament qu'il avait préparé. « Souhaitez-vous ajouter des précisions supplémentaires, madame ?» J'ai réfléchi un instant, puis j'ai répondu d'une voix posée « Oui. J'aimerais que ma fille, Élodie, sache que ma décision n'est pas une punition, mais une conséquence. J'aimerais qu'elle reçoive une lettre scellée, écrite de ma main, expliquant que l'amour d'une mère ne se mesure pas en euros et qu'elle a choisi elle-même son absence d'héritage par ses propres paroles. » Le notaire acquiesça. « Vous pouvez la rédiger et je la conserverai avec l'acte. Elle sera remise au moment venu. » Alors, ce soir-là, rentré chez moi, j'ai sorti un papier à en-tête que je gardais précieusement depuis des années. J'ai pris mon plus beau stylo-plume et j'ai écrit. Les mots coulaient avec une facilité douloureuse. « Ma chère Élodie, tu m'as demandé de vendre la maison pour acheter une robe. Tu m'as dit que si je refusais, je ne serais pas la bienvenue à ton mariage. Sache que je t'ai aimé de tout mon être, mais qu'une mère n'est pas une banque. Cette maison est la mémoire de ton père, la mienne, et la tienne aussi, même si tu refuses de la voir. Puisque tu as choisi de m'exclure, j'ai choisi de protéger mes biens pour ceux qui sauront encore reconnaître la valeur de l'amour et du sacrifice. » J'ai signé, et mes mains, pour la première fois depuis longtemps, ne tremblaient plus. Quelques jours plus tard, un rebondissement inattendu survint. Ma nièce Claire, à qui j'avais pensé léguer ma quotité disponible, m'appela. Sa voix était troublée. « Tante Madeleine, j'ai croisé Élodie hier. Elle m'a parlé avec un ton agressif. Elle m'a accusé de vouloir te monter contre elle, de manipuler la vieille femme fragile que tu es. » Je suis restée muette un instant. Ainsi, ma fille avait déjà pressenti mes démarches. Elle me soupçonnait, elle imaginait un complot. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que tout était déjà signé, scellé, irrévocable. « Claire, » ai-je répondu, « laisse-la parler. » Elle ne sait pas que le vent a déjà tourné. Cette conversation m'a renforcée dans ma résolution. Je savais que le jour où Élodie apprendrait la vérité, son monde de faux-semblants s'écroulerait. Non pas à cause de ma vengeance, mais à cause de sa propre avidité. Une semaine plus tard, je reçus une convocation du notaire pour signer la version définitive de mon testament et de l'assurance vie. Dans son bureau, il rangea les documents dans un coffre en métal, puis me dit « Madame Dupuis, tout est désormais en ordre. Votre maison, vos économies, vos volontés, tout est protégé. Votre fille ne pourra rien contester, sauf la part légale qui lui revient. » J'ai respiré profondément. C'était comme si une chape de plomb quittait mes épaules. « Merci, maître. Vous ne pouvez pas savoir combien cela me soulage. » Il sourit légèrement. « Je le sais, madame. Vous n'êtes pas la première mère à devoir se protéger de ses enfants. » Cette phrase m'a glacée. J'aurais voulu être une exception, mais j'étais devenue un exemple parmi d'autres. De retour à la maison, j'ai ouvert toutes les fenêtres. L'air frais s'est engouffré dans les pièces, portant avec lui une odeur de terre humide. Je me suis assise dans le fauteuil du salon et j'ai regardé autour de moi. Les rideaux cousus par ma propre mère, la table en chêne que Paul avait poncée de ses mains, les photos accrochées au mur. Tout cela était désormais à l'abri. Le soir, en arrosant mes fleurs, je me suis surprise à sourire. Pas un sourire de triomphe, mais de paix. Ma fille croyait encore que je plierais. Elle ne savait pas que dans le silence, j'avais déjà gagné. Le vrai choc l'attendrait plus tard, lorsque, un jour, elle découvrirait qu'à force de vouloir me chasser, elle s'était elle-même déshéritée de ce qui avait le plus de valeur. Les semaines qui suivirent le mariage furent lourdes d'un silence étrange. Ma fille ne m'appelait plus, mais les échos de ses paroles circulaient dans Dreux plus vite qu'une rivière en crue. Au marché, entre deux étals de légumes, j'entendis une commerçante glisser à sa voisine. On dit que la mère d'Élodie a changé son testament. Je baissai la tête et continuai à choisir mes tomates, feignant l'indifférence. Mais au fond de moi, je savais qu'Élodie avait vent des rumeurs. Ce genre de secret
ne reste jamais longtemps enfoui dans une petite ville. Un soir, alors que je venais de préparer une soupe de légumes, la sonnette retentit. Quand j'ouvris, je la vis. Elle se tenait là dans son manteau clair, les joues rougies par le froid, mais les yeux brillants d'une colère contenue. « Alors c'est vrai? Tu comptes me déshériter ?» Je restai un moment sans répondre. Elle n'avait même pas pris la peine de dire bonsoir. Son regard brûlait de reproches, mais aussi, je le voyais, d'une peur nouvelle. « Élodie, ai-je dit calmement, tu as toi-même choisi de me mettre dehors de ta vie. J'ai seulement pris mes dispositions. »« Tu oses, » s'écria-t-elle. « Après tout ce que j'ai fait pour toi. » Ces mots me frappèrent comme une gifle invisible. Tout ce qu'elle avait fait pour moi. Elle ne se rendait pas compte que l'énorme dette allait dans l'autre sens. Mais je ne relevais pas. Je me contentais de détourner les yeux. Elle quitta la maison en claquant la porte et le silence retomba, plus lourd encore. Quelques jours plus tard, je reçus une invitation inattendue. Mon gendre, peut-être poussé par une forme de diplomatie, m'écrivit une courte lettre manuscrite. « Chère Madeleine, malgré les tensions, nous souhaiterions t'inviter à dîner dimanche prochain. Élodie a besoin d'apaisement. Viens, je t'en prie. » J'ai longuement hésité. Devais-je m'exposer encore à ses colères, à ses humiliations? Puis j'ai compris que c'était l'occasion. L'occasion de poser une fois pour toutes les bases de ma vérité. Dimanche arriva. Je m'habillai sobrement, glissai dans mon sac mon carnet de bataille et aussi une enveloppe scellée que j'avais préparée pour Claire. J'entrai dans leur maison, une bâtisse moderne aux lignes froides, bien différente de mon vieux logis plein de mémoire. La table était dressée avec soin. Argenterie brillante, verres à pied, plats raffinés. L'atmosphère était glaciale malgré l'odeur du rôti qui flottait. Élodie me salua à peine, son sourire crispé destiné plus aux apparences qu'à moi. Mon gendre, mal à l'aise, s'efforçait de détendre l'ambiance. Nous avons mangé en silence, ponctué de phrases banales. Mais je savais qu'au fond de la salle, une tempête grondait. Ce fut Élodie qui la déclencha. « Dis-moi, maman, est-ce vrai que tu as couru chez le notaire? Tu veux vraiment donner ta maison à une autre? » Tous les regards se tournèrent vers moi. Je posai calmement ma serviette sur mes genoux et répondis « Oui, c'est vrai. J'ai pris mes dispositions. » Un silence glacé s'abattit. Son mari pâlit. « Mais enfin, Madeleine, tu ne peux pas faire ça. C'est votre fille unique, dit-il maladroitement. Je me redressai. Ce que je ne peux pas faire, c'est brader une vie de sacrifice pour une robe de mariage. Ce que je ne peux pas faire, c'est cautionner le mépris. J'ai élevé Élodie, je lui ai donné tout ce que j'avais. Elle m'a dit de vendre ma maison ou de disparaître. Alors j'ai choisi de protéger ce qui me reste. Ma voix, posée mais ferme, résonna dans la salle. Certains convives, des cousins, des amis proches, baissèrent les yeux, gênés, mais d'autres hochèrent la tête, silencieusement solidaires. Élodie, elle, blêmit. Sa main se crispa sur le verre de vin. « Tu es cruelle, maman. Tu me punis. » Je la fixais sans trembler. « Non, Élodie, je ne te punis pas. Je t'apprends que chaque mot a un poids et que les tiens, ce jour-là, m'ont exclu bien plus sûrement qu'une porte fermée. » Elle se leva d'un bond, repoussant sa chaise. Ses yeux lançaient des éclairs. « Très bien. Fais ce que tu veux. Mais ne viens pas pleurer quand tu seras seule. » Elle quitta la pièce, ses talons claquant furieusement. La salle resta figée, glaciale. Je pris mon sac, me levai avec lenteur. « Je ne suis pas seule, » ai-je murmuré. « J'ai encore ma dignité. » Je sortis dans la nuit froide, le vent fouettant mon visage. En marchant dans la rue déserte, je sentais pourtant une chaleur étrange m'envahir. J'avais dit ce qu'il fallait, pas pour blesser, mais pour poser la vérité. Et désormais, plus rien ne pourrait l'effacer. Chez moi, je rangeais soigneusement mon carnet et mon enveloppe dans le buffet. Je bus une tisane chaude, m'assis dans mon fauteuil et écoutais le silence. Pour la première fois depuis longtemps, ce silence n'était pas vide. Il avait le goût d'une victoire tranquille. Car au fond, je le savais, la vraie vengeance n'était pas d'humilier ma fille devant tous. C'était de vivre debout, malgré elle. Et d'un jour, peut-être, lui laisser découvrir qu'elle avait perdu bien plus qu'une robe de mariée. Les jours qui suivirent ce dîner furent silencieux. Élodie ne me donna plus de nouvelles. Je savais que dans son esprit, elle me tenait désormais pour une ennemie, une traîtresse, une mère qui avait osé lui résister. Mais moi, je n'étais plus blessée. J'étais libre.
Chaque matin, je me levais avec la même sérénité. Je faisais chauffer mon café, ouvrais mes volets sur le jardin et je sentais que ma maison respirait avec moi. Elle ne m'était plus une prison, mais un rempart. Le simple fait de la savoir protégée, inscrite noir sur blanc dans des actes que nul ne pourrait renverser, me donnait une paix nouvelle. Au marché, les regards avaient changé. On ne me plaignait plus, on me saluait avec respect. Une femme âgée que je connaissais à peine me prit un jour la main en murmurant « Vous avez eu du courage, Madame Dupuis. Vous avez parlé pour toutes celles qui se taisent. » Ces mots m'ont ému plus que je ne saurais le dire. Peut-être avais-je vécu tout cela pour en arriver là, devenir une voix pour celles qui trop longtemps s'étaient laissées piétiner. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les toits de Dreux, j'ai ressorti mon carnet de bataille. J'y ai ajouté une dernière page intitulée « Ce que j'ai appris ». J'y ai écrit qu'aimer ne signifie pas se sacrifier jusqu'à disparaître, qu'une mère n'est pas une caisse, mais un cœur, que la dignité vaut plus qu'une robe, plus que des apparences, qu'il n'est jamais trop tard pour dire non. Puis j'ai refermé le carnet. Je savais que l'avenir d'Élodie serait compliqué. Un jour, elle découvrirait que la maison ne lui reviendrait pas, que mes économies avaient pris un autre chemin. Peut-être pleurerait-elle, peut-être me haïrait-elle davantage. Mais ce n'était plus mon fardeau. Je lui avais tendu l'amour d'une mère toute ma vie. C'est elle qui avait choisi de le refuser. Un dimanche, ma nièce Claire est venue me voir. Elle m'a serré fort, les yeux humides. « Tu sais, tante Madeleine, tu m'as donné plus qu'un héritage. Tu m'as donné une leçon de vie. » Ces mots étaient mon vrai legs, bien plus précieux que des murs ou des euros. Et ce soir-là, seule dans ma cuisine, j'ai parlé à haute voix. Pas pour moi, mais pour toutes celles qui, comme moi, avaient souffert en silence. J'ai 70 ans. On m'a dit que j'étais vieille, fragile, dépassée. On a cru que je n'avais plus de voix, plus de volonté. Mais je suis encore debout. Toute ma vie, j'ai donné. À mon mari, à ma fille, à mon foyer. J'ai donné mes forces, mes nuits, ma jeunesse. J'ai cru que l'amour se payait de sacrifices. J'ai cru qu'un jour, ces sacrifices seraient reconnus. Mais parfois, les enfants oublient. Parfois, ils deviennent des étrangers, et leurs mots vous frappent plus fort que n'importe quelle gifle. Ma fille m'a dit « Vends ta maison pour ma robe, ou ne viens pas à mon mariage. » Elle m'a craché cela au visage, comme si une mère se vendait en morceaux pour le caprice d'une journée. Alors j'ai choisi. J'ai choisi de ne plus céder. J'ai choisi de protéger ce que j'avais bâti avec mes mains, avec mes larmes, avec la sueur de mon mari. J'ai choisi la dignité. Et vous, mes sœurs de l'ombre, vous qui vous taisez depuis trop longtemps, écoutez-moi, il n'est jamais trop tard. Trop tard pour dire non. Trop tard pour redresser la tête. Trop tard pour protéger ce qui vous appartient. On nous apprend à donner. On nous apprend à supporter. Mais on ne nous apprend jamais à dire « assez ». Moi, je l'ai dit, et je vous le dis à vous aussi. Ne laissez personne, pas même vos enfants, vous faire croire que vous n'avez plus de valeur. Ne bradez pas vos maisons, vos souvenirs, vos vies pour des caprices. L'amour ne se mendie pas. L'amour ne se paie pas. J'ai été humiliée, oui. J'ai été rejetée, oui. Mais ce soir, dans le silence de ma maison, je sais que j'ai gagné, parce que je ne suis plus une ombre, parce que j'ai gardé ce que j'avais de plus précieux, ma dignité. Et quand viendra l'heure de partir, je partirai en paix. Je laisserai derrière moi non pas une robe de mariée oubliée dans une armoire, mais une maison debout, un témoignage de résistance et un exemple pour celles qui, après moi, oseront dire non. Je me suis tue. La maison vibrait dans son calme. Le vent faisait frissonner les rideaux. J'ai fermé les yeux et j'ai souri, car ma revanche n'avait pas été un scandale. Ma revanche avait été le silence. Un silence qui pesait plus lourd que toutes les injonctions, plus lourd que toutes les humiliations. Un silence qui disait « j'existe » et je ne serai jamais effacée.